Ah, tu commences la réunion? OK, voilà. Bonjour Alicine. Est-ce que tu nous entends? Très bien, et vous? Oui, Oui. excellent. Bonjour Ivy. Mhm. Donc, ce qu'on a fait pour le discuter et comprendre, c'est que tous les participants vont entrer, mais ils seront tous mutés d'office sur Sourdine, puis on va leur donner la parole. S'ils veulent prendre la parole, on va leur donner accès au micro au fur et à mesure. OK. Donc, c'est bon pour vous, ça? OK. Donc, ça va bien, Alison? Oui, très bien, un peu stressée, mais c'est normal, c'est une première expérience pour moi. Oui, c'est ça, ça prend toujours des premières expériences. C'est ta première en panel, en format panel? Oui, premier panel. Je ne sais pas pour C'est les ça. autres, mais moi, oui, c'est mon premier panel. Et bienvenue. Alors, les gens vont se joindre à nous tranquillement. Il nous reste 8 minutes. Ça ne sera pas bien long. Pascal, est-ce que les gens sont automatiquement admis à la rencontre? Non, je dois cliquer. OK. Peux-tu attendre avant de laisser tout le monde arriver? Je veux je voulais juste préciser une chose avec toi, Alicine. Sens-toi libre, ce que je dis à Marie-Lou et à Marie-Ève à l'instant, là, sens-toi libre de rebondir auprès des autres panélistes, là, sans toujours attendre ma passation de micro. Comme je l'ai dit à la rencontre préparatoire, là, sentez-vous libre de vous suivre de façon organique. Si ça ne fonctionne pas, ben moi, je vais vous donner la parole. Là. Si vous êtes, je vois des fois qu'il y a comme on veut parler en même temps. C'est toujours ça quand on est en virtuel. Des fois, ça nous fait des petits glitches, mais c'est pas grave. On veut vraiment que la conversation soit informelle, que ça coule, que ça soit pas, qu'on n'a pas besoin on c'est pas un cours, c'est pas une présentation formelle ou un cours d'université. Quoique les cours d'université ne sont pas toujours formels non plus. Et puis, l'objectif, c'est que vous ayez du plaisir aussi dans l'échange. Là. Parfait. Ben, j'espère que ce sera une belle expérience et puis que la discussion sera constructive. Voilà. Ben oui. Puis, je vais mettre la table d'entrée de jeu. Je pense que je vous l'avais dit dans le document écrit. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais accueillir les gens. Merci d'être là. Je leur donne le cadre de l'échange en expliquant bien, effectivement, ce n'est pas un webinaire, c'est une conversation. On veut vraiment s'intéresser dans les conversations à explorer des questions qui touchent la DEIA ou le DI. Dans ce cas-ci, on a choisi un sujet qui va être aujourd'hui, qui sera décliné en 2 rencontres. On va faire une neurodiversité avec vous, puis on a décidé qu'on ferait une suite en janvier. On va inviter d'autres panélistes pour prendre d'autres angles pour parler de la neurodiversité, puisque là, aujourd'hui, on ne parlera pas de l'entièreté du sujet, puis on va avoir un angle qui va plus s'intéresser à l'autisme particulièrement, mais on peut aller à la neurodiversité en général. L'objectif, c'était de mettre ce cadre-là. Puis après ça, avant de faire l'intro au sujet, je vais vous donner la parole pour que vous présentiez vous-même. On va faire un petit tour de table. C'est bon pour vous? Oui. Oui, comme ça, vous allez vous présenter mieux que moi, je vais vous présenter, puis ça va être plus vivant, vous allez briser la glace, vous allez prendre parole dès le début. Sinon, ce qu'on essayait avant, là, c'est des fois, je parlais trop longtemps, puis là, c'était j'avais hâte d'arriver au bout de l'échange. Et puis, on va y aller par ordre alphabétique, si ça vous va, concernant le tour de table. Comme ça, Marie-Lou, je vais commencer avec toi. Sois pas surprise. Euh, c'est bon. Comme je l'ai Oui. dit à Alicine tout à l'heure, on a 161 personnes inscrites pour aujourd'hui. Waouh. Ben, on a toujours un petit montant de personnes qui s'inscrivent pour le regarder en différé, mais c'est quand même Oui. intéressant. Vous avez sûrement la même chose au CRISPES, j'imagine? Oui, oui, vraiment, là, le ratio est peut-être comme moitié-moitié même, là. En fait, je sais plus cette année, mais en tout cas d'autres années, là. Ouais, c'est particulier ça, hein? Moi, je trouve tout le temps ça, mais en même temps, je me dis, bon, moi aussi, je fais ça sur d'autres webinaires ou d'autres présentations. Sûrement que vous aussi. D'habitude, je suis debout pour faire les trucs, mais là, je ne suis pas à mon bureau. Je suis comme pas confortable. Donc, il nous reste comme
3 minutes peut-être. Est-ce que tu veux laisser les gens entrer, Pascal, comme 1 minute avant midi? D'accord. Donc, je les laisse Non, c'est rentrer. pas Non? à 59. Ouais. OK. Ça minimise le temps où c'est un peu awkward qu'on soit tous en attente. Fait que si c'est correct. Ivy, si tu veux bien, je vais t'autoriser le micro parce que tu es là, puis tu es dans l'équipe. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Maintenant, je pense que oui. Oui, c'est ça. On a la fonction micro sourdine automatique, là. Bonjour. Bonjour. Allô, Ivy. Allô, allô. Je voulais dire bonjour à tous, mais je ne peux pas parce que mes microphone est en mute. Je suis vraiment contente de vous revoir on est vraiment excited vraiment pour notre D&D pour aujourd'hui et quand même je pense que ça va être un bon échange de notre sujet aujourd'hui et il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment hâte de vous voir aussi alors. Ah voilà Christine, tu as ton écran alors. Oui, j'ai réussi, là. J'ai fait toujours une petite chose toujours un peu de, comment dire, de technique. Oui, c'est bien quand tout le monde a le fond d'écran comme ça. Oui, c'est joli, hein? Puis ça permet vraiment aux gens il en Oui. manque juste Pascal. Mais c'est Oui. plus l'ordi que la volonté. Donc, les 59, je vais les laisser rentrer. Parfait, merci. Bon panel tout le monde, bonne conversation. Have Oui. fun. Let's have fun. Woohoo. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme moi, on est en direct. Donc. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se sont déjà joints à nous, pas tout à fait midi. Prenez le temps de vous installer confortablement. Trouvez votre lunch si c'est le cas. On va commencer à midi et on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Encore une petite minute avant le début. Donc, vous m'entendez toujours bien? Oui. Oui. Excellent, merci. Donc, il est midi, les gens continuent à se joindre à nous. Pour la petite histoire, on a essayé de désactiver la petite cloche d'entrée sans succès, mais les gens vont se joindre pour les prochaines minutes. On va commencer l'événement. Bien contente de voir que vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. Alors, nous allons commencer. Bonjour, bienvenue. Mon nom est Christine Morin. Je suis adjointe à la direction des ressources humaines au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, gestionnaire de l'équipe Diversité, Équité, Inclusion, Appartenance. Comme vous voyez, on a notre fond d'écran pour l'événement. Et donc, bien contente de voir que vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui à vous joindre à nous pour cette conversation sur la neurodiversité en milieu de travail. Donc, je vois que des gens se joignent encore à nous. Je vais prendre 2-3 petites minutes pour mettre la table et vous expliquer un peu le cadre des échanges. Nous avons, il y a quelques années, donc en 2023, lancé la série Discuter et comprendre et comme vous l'avez certainement remarqué quand vous vous êtes inscrit et inscrite, on a voulu en faire une conversation. Donc,
le partage qu'on a ce midi avec vous et avec les panélistes qui sont là aujourd'hui va vraiment être dans un esprit de conversation, de dialogue et non dans un esprit de débat. Je prends la peine de le préciser, ce n'est pas non plus un webinaire. Donc, vous le voyez, on est en mode échange. On a nos 3 panélistes avec nous. L'objectif, c'est vraiment de co-réfléchir, de co-apprendre ensemble sur des sujets qui touchent à l'équité et à l'inclusion. Et donc, on trouve ça intéressant de partager des points de vue, des perspectives et de vous laisser aussi la parole. Donc, vous pouvez intervenir au cours de la discussion pour nous poser des questions aux panélistes, partager des réflexions. Donc, l'objectif, c'est un partage de perspectives sur les sujets qu'on traite dans les discuter et comprendre. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la neurodiversité en milieu de travail. Ce sera une première conversation d'une série de 2. Qui sait, il y en aura peut-être une 3e. Évidemment, on ne peut pas tout couvrir dans les discuter et comprendre. Alors, je dis toujours, vous allez voir, ça passe très vite. À la toute fin, on en aurait pris plus, mais l'objectif, c'est d'ouvrir des sujets pour en exposer un peu la complexité finalement. On n'est pas dans une logique de prescription. L'objectif, c'est vraiment d'échanger avec des perspectives multiples et variées et de se laisser un espace de dialogue qui est inclusif pour traiter de ces questions-là. Alors, Pascal va mettre dans le clavardage quelques considérations pour un dialogue qui est inclusif. On souhaite vraiment mettre le cadre pour les échanges afin que les gens se sentent confortables de prendre la parole ou d'écrire dans le clavardage également. Donc, j'entends les multiples cloches. C'est bon signe, vous êtes plusieurs à vous joindre à nous pour cet échange. Donc, rapidement, je vous présente le déroulement de la rencontre. Les panélistes vont se présenter et ensuite, on va commencer avec quelques questions qu'on a préalablement établies avec les panélistes pour se donner la chance d'amener tout le monde un petit peu à la table avec les mêmes informations. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances sur le sujet du jour. Et bien sûr, au fur et à mesure, sentez-vous interpellés à lever vos mains, à écrire dans le clavardage pour nourrir les échanges de vos réflexions, de vos perspectives ou de vos questions. Donc, tout de suite, je me tournerai vers le panéliste et j'aurais envie de vous interpeller pour que vous vous présentiez. On va faire un petit tour de table. Marie-Lou, si tu veux y aller. Bienvenue, Marie-Lou. Merci d'être là. Merci beaucoup, Christine. Donc, mon nom est Marie-Lou Charron. Je suis chercheuse au CRISPECH, qui est le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Puis, mes intérêts de recherche incluent les milieux de travail inclusifs, l'inclusion scolaire, les parcours scolaires et la santé mentale des personnes en situation de handicap. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce midi pour discuter avec tout le monde. Merci, Marie-Lou. Bienvenue. Je me retourne vers Alicine. Bonjour, Alicine. Bonjour, merci pour cet accueil. C'est mon premier panel, donc je remercie toute personne qui visionne ce panel. Je me présente, Alison Joly, neuroatypique par le fait que j'ai une dyslexie, une dysorthographie et un diagnostic tardif de trouble du spectre de l'autisme. Je suis infirmière en santé mentale et cofondatrice et collaboratrice du projet Autisme en mouvement. Je vous remercie énormément pour cet accueil et puis au plaisir de pouvoir partager avec des discussions intéressantes. Voilà. Merci beaucoup, Alicine. Bienvenue. Et Marie-Ève, je me tourne à mon tour vers toi. Bienvenue. Oui, alors, merci pour l'invitation. Là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec des collègues de près ou de loin. Moi, je m'appelle Marie-Ève Lefebvre, je suis professeure en sciences d'éducation, en adaptation scolaire et sociale auprès d'élèves autistes. Donc, mes travaux de recherche s'intéressent spécifiquement, en fait, aux adolescents et jeunes adultes autistes qui ont la force, le courage de poursuivre leur étude au postsecondaire, donc au collégial et à l'université. Moi, ma perspective que je peux dire dans mes travaux, c'est très psychopédagogique. Donc, la personne dans le milieu scolaire et comment le milieu scolaire peut l'aider dans ses objectifs à long terme, comment l'école peut être un outil et non quelque chose qui l'exclut. Donc, je suis beaucoup dans cette perspective émancipatoire. Donc, voilà. Merci encore pour l'invitation. Super. Puis il y a plein de parallèles à faire. Je ne sais pas si on aura le temps de l'explorer aujourd'hui, du passage du post-secondaire en milieu de travail. Mais merci d'être là, Marie-Ève. C'est vraiment un plaisir. On va lancer la conversation. Ce qu'on a voulu faire en rencontre préparatoire, on s'est dit, je pense que ça serait bon. On se dit, on va mettre la table pour tout le monde. La neurodiversité, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On ne pourra pas tout couvrir aujourd'hui, comme je le disais d'emblée. On a décidé d'aborder un peu plus l'angle de l'autisme aujourd'hui. Bien sûr, la rencontre prochaine, le 30 janvier, on va explorer d'autres angles
lors de cette rencontre subséquente. On s'est rendu compte aussi que le mot de neurodiversité n'est pas nouveau. Et par contre, parfois dans le milieu de travail, on ne comprend pas tout à fait le concept dans son entier, puis on n'a pas une compréhension très claire de comment ça vient, quels en sont en fait les impacts positifs, par exemple, au sein des équipes, ou comment on peut être un collègue dans un contexte de communication neuromix inclusif. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'était d'aller un peu plus en profondeur sur la question de la neurodiversité pour passer un petit peu nos connaissances, je dirais, d'un premier angle sur ce que c'est la neurodiversité. La première question vise donc à mettre la table. Et là, je me tourne vers Marie-Ève. Est-ce qu'on peut déjà commencer par définir de quoi on parle quand on parle de neurodiversité? Oui, tout à fait. Je pense que ce n'est pas un faux pas de commencer par ça. La neurodiversité, il y a le mot diversité à l'intérieur, donc ça déjà, ça nous aide quand même un peu. C'est la diversité au cœur des profils neurodéveloppementaux, neurocognitifs chez l'être humain. Donc, au même plan que la diversité corporelle, la diversité linguistique, la diversité sexuelle, on rentre aussi dans cette diversité-là quand on a une manière de penser. Donc, on va parfois parler de personnes qui sont neurotypiques, neuroatypiques. Ça fait quand même des catégories assez je peux dire, assez défini, mais se lie un peu moins dans la réalité. La neurodiversité, c'est des personnes qui sont dans une certaine norme établie socialement, mais qui, dans d'autres contextes, ne le seraient peut-être pas. Des personnes qui sont autistes, qui appartiennent je peux dire, à la manière de fonctionner dite avec un TDA, TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, douance, trouble d'apprentissage. Et on peut également, certains, dépendamment en fait des chercheurs, on n'est pas tous d'accord là-dessus, on peut inclure aussi des fois des enjeux de santé mentale qui viennent en fait affecter notre manière de raisonner. Donc, une définition assez large de la chose. Je pense qu'on t'entend pas, Christine. Ah, la famille micro en sourdine. Je disais merci pour ça, Marie-Ève, de briser la glace. Marie-Lou, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cette mise en bouche? Oui, tout à fait. Ben, en fait, je dirais que les termes sont aussi tout le temps en mouvance là, dans ces champs de recherche. Donc, moi, quand je pense à la neurodiversité, je pense aussi en fait au mouvement de la neurodiversité, qui est un mouvement social qui visait la reconnaissance et l'inclusion des personnes qui ont différents profils neurocognitifs. Puis aussi dire qu'en fait, la neurodiversité, en fait, ça englobe un peu la diversité présente dans la population humaine, donc la diversité de profils neurocognitifs, mais qu'en fait, au niveau de la terminologie, on pourrait parler un peu, comme Marie a dit, de personnes neurotypiques, neuroatypiques. Maintenant, on dit aussi parfois une personne neurodivergente. On peut dire aussi personnes neurominorisées et parler de personnes neuronormalisées, mais que la neurodiversité comme terme peut pas être utilisé pour décrire une personne en tant que telle. C'est plus comme un groupe qui représente la neuro. Dans ce groupe-là, il y a de la neurodiversité. Merci. Donc, si je comprends bien, on vient contextualiser. Puis tout à l'heure, on va revenir sur un outil que le CRISPECH, où tu es chercheuse, Marie-Lou, sur un projet sur lequel tu as travaillé qui parle de communication neuromix. On va revenir à cette idée-là d'individus avec des profils cognitifs différents dans un même contexte. Merci pour ça. Alicine, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, ben, quand on parle de neurodiversité, on peut parler de défis comme avantages. Si je me lance dans les défis, ben, on parle de difficulté de communiquer ou d'interpréter la communication. Pour une personne autiste, on parle aussi de besoin de pause sensorielle. On parle aussi de rythme de travail. La gestion du temps peut être une chose à revoir aussi. Surcharge sensorielle aussi, quand on considère qu'on est hypersensible, peu importe le profil de la neurodiversité, j'ai envie de te dire, parce que ça touche en général, oui, on parle d'autisme quand on parle d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité, mais ça peut toucher tout individu, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a aussi les stéréotypes qu'on entend auprès des médias aussi
qu'il y ait un bris au niveau de la neurodiversité, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'un autiste qui manque d'empathie. J'ai envie de dire, c'est un gros stéréotype, sachant que les autistes peuvent avoir une empathie, mais qui est différente que ce qu'on peut percevoir, bien entendu. On parle aussi de ressources et de soutien limité qu'on peut percevoir dans certains milieux, malheureusement. Mais c'est pour ça que pour que on sensibilise à notre échelle comme on peut auprès de certains organismes, j'ai envie de dire, c'est ça qui doit être mis de l'avant. Il y a aussi la surstimulation cognitive comme défi quand on voit que le délai est trop serré au niveau de la tâche de travail ou encore qu'il y a trop d'informations en peu de temps. C'est des choses à gérer. Donc voilà, ça résume un peu les défis. Je pourrais parler des avantages si ça vous intéresse, bien entendu. Mais je pense que je peux partager les avantages avec mes autres panélistes pour partager la voix à tout le monde. Voilà. Oui, ben merci Alison. Certainement qu'on va y revenir aux avantages. Je vois qu'il y a une question dans le clavardage. Je vais juste prendre une petite adressée. Je vois que Marie-Ève a répondu. On se demandait est-ce que le haut potentiel fait partie de la neurodiversité. Alors, effectivement, dans la réponse de Marie-Ève était oui, tout le monde participe à la neurodiversité puisqu'on cherche à normaliser des fonctionnements cognitifs différents. Puis je pensais à quelque chose en t'écoutant, Alison. Effectivement, quand on parle d'autisme, par exemple, ou de neurodiversité plus largement, c'est facile de tomber dans les stéréotypes. Puis on va prendre la peine de dire ici qu'on ne veut pas non plus faire on est vigilant et vigilante à ne pas faire de l'essentialisme, évidemment, à ne pas reproduire des stéréotypes quand on parle de neurodiversité ou de personnes autistes, sachant que chaque personne a son expérience, son vécu et est experte de sa propre expérience qui est jamais la même avec, quand on utilise des catégories diagnostiques. Puis aussi, on ne traitera pas vraiment spécifiquement de la question de l'intersectionnalité aujourd'hui, mais on peut le garder en tête, en suspens, parce que ça fait partie aussi de la réalité. On n'est pas une seule identité, donc je me permettais de juste mettre ça dans la conversation. On avait eu envie aussi, quand on a préparé le panel, de revenir sur quelque chose que tu as nommé à demi-mot, Marie-Lou, qui est la neuronormativité. Donc, est-ce que tu voudrais nous aider à contextualiser qu'est-ce que c'est ça? Quand on parle de neurodiversité, on parle donc de neuronormativité. Quel est ce concept pour nous aider à le saisir? Oui, bien ça va me faire plaisir. Donc, en fait, la neurodiversité correspond en quelque sorte à une règle non écrite qui définit quelles sont les façons qui sont jugées normales et donc socialement appropriées de penser, de communiquer et de se comporter. Donc, en contrepartie, la neuronormativité, pardon, indique aussi les façons de penser, de communiquer et de se comporter qui, parce qu'elles s'écartent de la norme, sont considérées comme étant déviantes ou jugées comme étant moins souhaitables ou inadéquates. Donc, la neuronormativité s'exprime dans les attentes sociales et touche l'ensemble de nos façons de communiquer, exprimer nos idées, mener une conversation, percevoir, interpréter et comprendre l'information, exprimer nos émotions, réaliser une tâche ou une activité. Donc, ça peut vraiment se manifester dans le cadre du travail, orienter ou maintenir notre attention, diriger et maintenir notre regard. Donc, en fait, étant donné tout ce que j'ai évoqué, la neuronormativité peut avoir un impact sur les façons de faire et les attentes sur comment on se comporte à toutes les étapes du cycle de vie d'une personne employée. Par exemple, lors du processus d'embauche, lors de l'accueil, lors des suivis faits avec la personne ou aussi lors des évaluations de performance. Donc, c'est pourquoi c'est important, je pense, d'en prendre conscience. J'aimerais ça Oui. rebondir sur ça directement, parce que ça, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, Marie-Lou, surtout que j'aurais tendance, là, je vais pas peser mes mots, mais c'est assez insidieux, en fait, comment la neuronormativité vient s'insérer dans nos processus de travail. On peut simplement penser à l'entrevue d'embauche. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Comment est-ce que je m'habille? Quelle est la culture? Est-ce que je salue? Est-ce que je fais la bise? Est-ce que j'ai les questions à l'avance?
Est-ce que c'est en personne, à distance? Il y a beaucoup d'éléments qui, quand on prend un peu de distance, on réalise que c'est pas très neuro-inclusif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on considère pas la diversité, la neurodiversité en même le processus et ça fait en sorte qu'il y a des obstacles à l'embauche, qu'il y a des obstacles qui viennent discriminer malgré tout des personnes qui sont neurodivergentes. Puis en fait, là, j'ai vu un commentaire dans le clavardage qui m'inspire un peu justement ma réponse parce que quand on considère la norme neurocognitive, neurodéveloppementale, c'est là qu'on a une perspective qui est plus négative de la neurodiversité. Lorsqu'on regarde les critères d'évaluation pour l'autisme, on parle de déficit, on parle de manque, on parle d'absence. On est toujours dans une perspective qui est foncièrement pessimiste. Même chose si on regarde TDAH. Par contre, si on a un diagnostic ou une condition qui est plus favorable, comme le haut potentiel, comme la douance, ah ben là, on va avoir un langage qui est beaucoup plus positif. Donc, simplement dans la manière de parler de neurodiversité, ça vient beaucoup avoir un impact sur notre impression qui peut être tantôt négative, tantôt positive. Et je pense que justement, quand on parle de la norme, là, on a vraiment, je pense, un beau terrain de jeu pour remettre en question quel est le statu quo qui est vraiment issu de cette norme-là. Est-ce que je mets en place des stratégies qui sont réellement inclusives de tout le monde ou est-ce qu'il y a, à travers ce système-là mis en place, de la discrimination? Donc, par exemple, le système d'entrevue ou même d'envoyer une candidature. Est-ce que c'est par le biais électronique? Est-ce que c'est par courriel? Est-ce que la personne a une aisance? Est-ce que c'est compris? Qui le contacte? Donc, il y a plusieurs éléments, je pense, qui amènent des bonnes réflexions. Oui, bah, c'est pour ça qu'on est à même de clarifier les informations quand on ne comprend pas, je pense, dans ce contexte, diversifier les pratiques, avoir une communication adaptative, euh, tout dépendamment des besoins de la personne avec qui on communique, et former les équipes de travail pour qu'ils puissent comprendre adéquatement l'information et pas se fier aux stéréotypes. Voilà. Puis c'est intéressant qu'on parle de ça, puis je voulais rebondir aussi sur ce que tu as nommé, Marie-Ève. Dans le fond, à la base aussi, il y a toujours cette tension-là quand on utilise la neurodiversité comme mot parapluie ou comme mot pour désigner la diversité des profils cognitifs. Il y a toujours cette tension-là de devoir nommer les diagnostics qui sont inclus, par exemple, dans ce concept neurodiversité qui alors a voulu transcender la question des diagnostics originalement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Je vois une Ben oui, en question fait, là-dedans. oui, Je vois c'est une ça. question Ben, aussi dans le clavardage. il y a aussi, en fait, quand même une perspective. Là, moi, j'ai quand même une perspective en sciences d'éducation, mais je pense qu'en contexte de travail, ça s'applique beaucoup aussi parce que pour avoir du soutien, des accommodements, des mesures de soutien officielles à même les politiques qu'on a au Québec ici, il faut un diagnostic. Donc ça, c'est assez problématique. C'est comme un peu s'il fallait justifier nos enjeux parce que c'est pas assez de simplement les nommer. Il n'y a pas de reconnaissance nécessairement à ce sujet-là. Puis, il y a certaines personnes, je ne veux même pas dire en recherche, là, mais juste certaines personnes vont pas être à l'aise de dire le diagnostic, justement, parce que ça vient vraiment cadrer les besoins et que ce soit conscient ou non, on évoque certains stéréotypes. Si je dis que je suis une personne autiste, je vais évoquer peut-être que j'ai des malaises sociaux. C'est peut-être ça. Ou peut-être que les personnes vont essayer de m'accommoder quand je ne le demande pas ou de me donner des conseils quand c'est pas sollicité. Donc, des fois, de s'écarter du diagnostic de la condition nommée clairement, c'est aussi un moyen de ne pas se faire sous-estimer, de s'intégrer, mais également de ne pas être discriminé. Parce que là, si je dis que je suis une personne autiste, ben là, c'est sûr qu'elle aura des difficultés, c'est sûr que, ben, pas nécessairement, parce il y a des atouts par rapport à ça, il y a des belles forces. Puis, avec cette, comment dire, cette logique-là, je pense qu'on aspire à justement parler plus de diversité, parce qu'une personne pourrait juste petit aparté, sur le processus de diagnostic, il y a des personnes qui pourraient clairement être diagnostiquées avec être autistes, mais par un autre professionnel, être diagnostiquées avec une autre condition. Il y a quand même des fois des enjeux comme ça qui apparaissent. Donc, de ne pas nommer la catégorie, de dire qu'on est neurodivergent, ça peut être un moyen d'être plus élargi sur nos besoins. Oui, tout à fait. Puis cette conversation-là n'est pas tout à fait arrivée en milieu de travail alors qu'elle a lieu en enseignement supérieur. Puis une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est que ce n'est pas tout le monde qui. Tout à l'heure, Alicine, tu nommais, moi, j'ai eu un diagnostic tardif concernant ma situation personnelle. Mais ce n'est pas tout le monde effectivement qui aura un diagnostic à un moment ou l'autre de sa vie. Il y a beaucoup d'adultes qui reçoivent un diagnostic.
des fois parce que leur enfant a eu un diagnostic. Il y a plein de cas de figure. Il y a des gens qui n'auront jamais un diagnostic et qui ne sont pas intéressés à aller en chercher un. Fait que je pense que c'était juste pour rebondir sur ce que tu nommais, Marie-Ève, de ne pas toujours aller sortir l'étiquette parce que ça ne rejoint pas nécessairement tout le monde en contexte de travail. Se centrer sur le besoin, on n'est pas tout à fait rendu là, mais si on tombait justement sur, puis là, je vois qu'il y a plein de commentaires dans le clavardage, je vais prendre le temps je ne peux pas tout faire en même temps, je ne suis pas encore rendue là dans mon animation. C'est pour ça que j'ai des collègues fantastiques. Mais si on continue à un petit peu creuser le sujet qu'on a aujourd'hui, neurodiversité en contexte de travail, peut-on prendre un petit moment là, pour parler des facilitateurs en emploi ou même aussi des barrières à la neuroinclusion en milieu de travail? Alison, est-ce que tu voudrais commencer? Oui, je pense que je vais commencer par les barrières avant d'aller vers les côtés positifs. Les barrières, il y a le manque de connaissances par rapport à la neurodiversité en milieu de travail, le manque de soutien et de ressources qui peut être insuffisant parce que on peut faire un lien avec le manque de connaissances en général, les stéréotypes véhiculés par les médias, bien entendu, ainsi que le fait de confondre équité et égalité aussi, c'est une nuance que je mets de l'avant parce que c'est deux choses où on peut faire un beau lien, mais deux choses qui sont un beau lien complémentaire, mais deux choses qui ont une définition bien distincte, c'est-à-dire que égalitaire, c'est tout le monde sur une même ligne, qui sont égaux, j'ai envie de dire, voilà. Et équité, c'est selon les besoins de chaque individu, donc c'est variable, voilà. Et le manque de diversité représentée au sein de l'entreprise, cela peut amener un manque d'ouverture au sein de l'accueil qu'on peut avoir auprès d'une personne neurodivergente. Après, les facilitateurs, on peut parler d'entreprises sensibilisées à la neurodiversité, une politique par rapport à l'équité, diversité, inclusion mis en place aussi qui peut aider à mieux accueillir la neurodiversité. L'ouverture d'esprit des employés en fait partie aussi parce que même si c'est propre à chaque individu, c'est facilitateur quand on a un collègue qui est davantage ouvert à comprendre ce que l'on vit, par exemple. La formation continue est aussi pertinente, j'ai envie de dire, sur une continuité et le fait que l'entreprise ait des ressources et des outils mis à disposition de chaque employé pour pouvoir être référé à la bonne information. Voilà. Et je pense que on peut faire du pouce par rapport à ce que Chris Pech, excuse-moi, voilà, a fait. Voilà. Marie-Lou, Marie-Ève, auriez-vous envie de continuer sur les barrières et les facilitateurs en milieu de travail? Si je peux me lancer, en fait, Alison a fait un beau tour d'horizon. Puis en fait, je pense que l'essentiel, c'est en fait la compréhension de qu'est-ce que c'est la neurodiversité, l'éducation à la neurodiversité, j'aimerais dire. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse en ce moment, mais quand on regarde les études sur le sujet, quelqu'un qui ne connaît pas la neurodiversité, qui n'a pas été en interaction avec une personne neurodivergente, j'ai le goût de dire, va avoir des préjugés plus présents lorsqu'elle n'a pas écouté d'émissions avec de la représentation, lorsqu'elle a accès seulement à une connaissance d'un point de vue extérieur, c'est assez néfaste. Donc, déjà, le fait d'être ici dans cette conversation, je pense que c'est un excellent signe. Puis aussi, en fait, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, je pense. Là, des fois, quand on est dans des enjeux de diversité, d'inclusion, on peut avoir peur de faire des faux pas. Ça va arriver, c'est correct. Je pense que l'essentiel, surtout lorsqu'on a des alliés ou on veut former des alliés, c'est vraiment qu'on ait un bon vouloir, des bonnes intentions et qu'on ait aussi des ressources nécessaires. Ça dépend beaucoup de notre environnement. Mais si on veut avoir de la formation, si on veut avoir des ateliers, si on veut être en contact avec des personnes qui peuvent peut-être être des mentors, qui peuvent nous renseigner, qui se rendent disponibles, ça peut être un atout. Et non plus de pas, comment je peux dire ça, de pas instrumentaliser les personnes qu'on connaît qui sont neurodivergentes. Donc, c'est pas parce que quelqu'un dit
je suis neurodivergente, qu'elle veut nécessairement devenir un peu la mascotte de tout ça. Elle n'a pas, en fait, à donner ou à nous éduquer. Donc, c'est une partie aussi, je pense, qui n'est pas capable de respecter, comment dire, les ressources de chacun. Ouais. Mhm. Merci pour ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir, mais j'ai le goût d'entendre Marie-Lou. Barrière facilitateur en milieu de travail. Oui, ben en fait, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'Alison et Marie-Ève ont dit par rapport au manque de connaissances. Ben moi, je dirais que c'est quand même un des éléments, le manque de connaissances ou en fait de prise en compte que les façons, disons, traditionnelles ou typiques de faire les choses en milieu de travail ne conviennent peut-être pas à tout le monde. Puis pas seulement les personnes neurodivergentes, là, ça peut être pour toutes sortes de raisons que les choses, des personnes souhaitent que les choses soient faites différemment et que ça serait bénéfique pour tout le monde, en fait, de diversifier les façons de faire et d'être ouverte aux façons de faire qui sont différentes. Donc, moi, je trouve que quand on parle de neurodiversité, c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur les diagnostics, les conditions, mais en fait, il y a des pratiques plus inclusives qui sont bénéfiques pour tout le monde. Puis en fait, c'est un petit peu dans une approche, tu l'avais mentionné un peu plus tôt, Christine, dans le milieu de l'éducation, il y a de plus en plus des pratiques pédagogiques inclusives qui sont en fait offertes à tout le monde pour répondre aux besoins diversifiés des personnes apprenantes. Puis c'est sûr que dans le milieu du travail, c'est peut-être plus difficile à mettre en place ou c'est plus lent, mais on aurait peut-être avantage à mettre en place certaines mesures qui vont pouvoir bénéficier à un grand éventail. Tu sais, si je pense, par exemple, à la flexibilité des horaires ou le télétravail, bien, ça peut convenir à des mères qui tu sais, des parents, pardon, des parents, par exemple, Mhm. leur enfant est malade. La flexibilité d'horaire, ça peut convenir à des personnes qui ont des maladies chroniques. Ça peut convenir vraiment, Mhm. mais à une variété. Donc, je pense que on aurait aussi intérêt à, à ouvrir la réflexion sur nos façons de faire, puis à penser à des mesures qui pourraient être bénéfiques pour tout le monde. Donc, quand on parle de travailler en amont, comme ce que tu proposes, Marie-Lou, on est vraiment dans une logique d'accessibilité, n'est-ce pas? Et puis tantôt, pour rebondir sur ce que Alison disait, on est des milieux peut-être, il y a des milieux de travail qui sont peut-être habitués à l'égalité pour plein de raisons qui font partie de l'histoire des milieux de travail. Ce qu'on donnait à l'un, on le donnait à l'autre. Alors, je pense que ce qu'on réfléchit collectivement, c'est comment on s'oriente vers le futur, sachant que la neurodiversité, c'est une réalité, c'est un fait social, c'est un fait scientifique. Comment on s'ajuste comme milieu de travail? Je trouve que c'est des bonnes stratégies où l'idée de travailler en amont pour plus d'accessibilité pour plus de gens vient vraiment être bénéfique pour les organisations. Moi, je vais parler pour moi, mais je suis certaine que je ne suis pas la seule ici dans la salle virtuelle. Il y a des journées où cognitivement, je ne suis pas comme la veille, là. Si j'ai bien dormi, si j'ai beaucoup lu ou si je dois me concentrer dans certains types de tâches, même ça change. Le matin, l'après-midi, dépendamment de notre vécu dans la journée, combien de réunions on a eues. Donc, cognitivement, ça peut être bénéfique à tout le monde d'avoir des réflexions en amont pour nos conditions de travail, par exemple. On avait envie de parler un peu, de faire le lien entre le sujet de la neurodiversité et le sujet de la neuronormativité en parlant de quelque chose que vous avez fait. Marie-Lou, je me tourne vers toi, même si tu ne le vois peut-être pas. Quelque chose que vous avez fait au CRISPECH. Donc, vous avez travaillé à co-construire un guide qui s'intitule Faciliter la communication neuromix en milieu de travail. Un guide à l'intention des alistes, donc des personnes non autistes. Comme tu as participé à l'élaboration de ce projet-là, Marie-Lou, j'avais envie que tu nous en parles un petit peu plus. Comment est né ce projet-là? Vous avez décidé de faire ce guide pour les milieux, notamment de travail. Quelle était l'idée, la genèse du projet? Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. Donc, en fait, ce projet-là, effectivement, a été mené par le CRISPECH en partenariat avec Marjorie Desormeaux-Moreau de l'Université de Sherbrooke, Isabelle Courcy de l'Université de Montréal et aussi un groupe de personnes autistes, citoyens et citoyennes autistes qui composaient un comité de travail. Donc, en fait, la genèse du guide, c'est que les enjeux de communication sont souvent source d'obstacles à l'accès et au maintien en emploi des personnes autistes, qui en fait sont souvent
sont plus souvent sans emploi ou surqualifiées pour l'emploi qu'elles ont que les personnes ALIS, donc c'est ça, non autistes. Puis ces enjeux peuvent aussi avoir un impact sur la contribution que les personnes autistes peuvent avoir au sein de leur organisation et aussi leur accès à des possibilités d'avancement, comme on avait mentionné plus tôt avec la discrimination. Donc, par contre, la responsabilité de mettre en place des solutions pour régler ces enjeux de communication sont souvent attribuées uniquement aux personnes autistes qui devraient s'adapter aux façons courantes de faire dans le milieu de travail. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs guides ou des formations qui sont destinées aux personnes autistes qui ont été créées en ce sens-là pour que ces personnes-là s'adaptent aux façons de faire, de communiquer dans le milieu de travail. Mais pourtant, il s'agit en fait d'une responsabilité qui est partagée entre toutes les personnes qui sont impliquées dans une situation de communication. Puis c'est là qu'il est intéressant de mentionner la théorie de du double problème de l'empathie. Donc, en fait, c'est un chercheur autiste, Damien Milton, qui a pensé à cette théorie, qui dit en fait que les personnes ALIS, tout comme les personnes autistes, peuvent avoir du mal à percevoir et à comprendre les idées, les émotions des autres, notamment en raison des façons différentes de réfléchir et de communiquer. Donc, ce n'est pas seulement les personnes autistes qui ont de la difficulté à comprendre, qui pourraient avoir de la difficulté à comprendre les personnes ALIS, ce sont aussi les personnes ALIS qui pourraient avoir de la difficulté à comprendre les personnes autistes. Donc, à ce moment-là, c'est pourquoi la responsabilité devrait revenir aux deux de faire des efforts pour essayer de mieux se comprendre puis pour en arriver à une compréhension mutuelle. Donc, le but de ce guide-là était de créer un guide destiné aux personnes ALIS qui servirait à guider la réflexion pour favoriser la prise en compte de la diversité des contextes dans lesquels peuvent se dérouler les situations de communication et la diversité des styles et préférences communicationnelles. Parce que dans le fond, chaque personne, qu'on soit une personne neurodivergente ou non, on a des préférences et des styles communicationnels. Puis en fait, c'est l'intérêt de le prendre en compte pour essayer de pouvoir favoriser une communication qui est neuromixte, justement. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses ça pourrait faire la question d'un seul discuter et comprendre, mais c'est très intéressant d'apporter ça à ce stade-ci de la conversation. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a la main levée, alors je me Oui, tournerai Lorena. vers Lorena. Est-ce que Lorena, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, ok, super. C'est toujours la question avant de commencer. Je trouve ça super intéressant. Ma question, c'est par rapport à, vous l'avez déjà fait un peu pendant que j'attendais, mais nommer les avantages de mettre en place ces pratiques plus inclusives et surtout nommer what's in it pour les employeurs ou les milieux de travail qui le font. Pourquoi c'est important que ces personnes-là puissent être plus dans leur élément? Moi, je sais que tous ces gens-là ont quoi à apporter, mais j'aimerais ça entendre de votre part que vous le nommez pour le reste de l'auditoire. Parce que souvent, on parle des problématiques, on parle des barrières, on parle de ce qu'il faudrait faire, mais le bénéfice de tout ça, c'est comme si on parlait de pourquoi il devrait y avoir plus de femmes dans des postes de direction, mais c'est parce qu'elles amènent une perspective différente. C'est parce qu'ils ont une autre approche, etc. Puis la diversité fait de sorte qu'on peut avoir une image beaucoup plus complète de la chose. Donc, j'étais curieuse de vous entendre par rapport à ça, le pourquoi et l'apport bénéfique si tout était mis en place pour que ces personnes-là soient plus à l'aise au travail. Merci, c'est une très bonne question. Je me tourne vers vous, panélistes. Est-ce que quelqu'un a envie de briser la glace ou répondre à cette question de Lorena? Je peux commencer si ça vous tente. C'est sûr que d'avoir une personne neurodivergente au sein d'une entreprise, cela peut apporter une perspective différente quant à la résolution de problèmes, en fait, parce que la perception est différente d'un individu à un autre, mais c'est sûr que on perçoit les choses différemment quand on est autiste. C'est un exemple concret, voilà. Il y a une meilleure compréhension des besoins par rapport à la vision, étant donné qu'il y a une vision unique par rapport à une situation X ou Y. Voilà. On peut être une personne
ressources aussi, tout dépendamment du milieu de travail, pas parce qu'une personne autiste a bien des intérêts spécifiques et donc quand elle est dans une entreprise, elle comprend davantage justement son milieu de travail, donc elle peut être une personne ressource, être référée si jamais il y a une personne qui comprend moins bien certaines circonstances. On a une sensibilité accrue aussi pour interpréter certaines conditions, mais ça dépend encore de si on a un bon contact avec une autre personne. Mais c'est sûr que moi, en santé mentale, ça m'aide à mieux comprendre mes patients par moment. C'est un exemple concret. Par exemple, quand une personne est vulnérable vient pour, par exemple, de l'anxiété, j'essaye de l'accueillir là-dedans, utiliser des outils concrets pour atténuer son anxiété avant de commencer avec de la médication, bien entendu. La communication peut être enrichissante aussi quand on parle de sujets bien spécifiques. Par exemple, moi, la santé mentale, c'est un de mes intérêts spécifiques, donc je pourrais en parler longuement si on abordait ce sujet-là, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, voilà. Et puis, à partir du moment qu'on a une personne neurodivergente au sein des équipes de travail et qu'elle prend du plaisir dans son environnement de travail, c'est sûr qu'il y a une source d'engagement qui est de rester fidèle à son employeur. Voilà, vu que l'employeur comprend davantage les besoins d'une personne neurodivergente s'il y a une sensibilisation qui a été faite. Voilà. Merci, Alison. Est-ce que Marie-Ève ou Marie-Lou, vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Moi, pendant que vous J'ajouterais. réfléchissez, Non, oui, vas-y, Marie-Lou. J'avais le goût de dire une chose à cette question que je trouve qui est très pertinente, puis il y aurait plusieurs angles avec lesquels on pourrait l'aborder, mais une chose qui est souvent sous-estimée, on en a déjà parlé, peut-être en rencontre préparatoire, je pense, les personnes neurodivergentes ou la neurodiversité comme concept, comme on l'a défini tout à l'heure, elles sont déjà dans les milieux de travail. C'est la diversité humaine, c'est les gens qui sont déjà présents en emploi. Est-ce qu'on pourrait ajouter des facilitateurs au niveau de l'accès à l'emploi, comme on en a parlé tout à l'heure, au niveau du recrutement, par exemple, au niveau des affichages, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est externe à l'organisation non plus. Donc, comment on peut s'assurer de favoriser les environnements pour qu'ils soient plus inclusifs, pour que tout le monde ait ce dont on a besoin pour travailler de la façon la plus profitable pour le développement de nos compétences, pour le développement du travail d'équipe, pour le soutien à la mission organisationnelle, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessairement une réflexion à se dire, ils sont à l'extérieur des milieux de travail. Pour toutes les raisons qu'on a nommées précédemment, souvent, c'est sous-estimé dans les milieux de travail parce qu'on a des difficultés avec l'autodéclaration. Puis c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, là, la question du dévoilement en organisation, mais pour toutes les raisons qui ont été nommées tout à l'heure, puis qu'on pourra peut-être aborder si on a le temps, il ne faut pas sous-estimer leur présence des gens dans l'organisation. Marie-Lou? C'est ça, exactement. Puis en ce sens, moi, je pense que du point de vue de l'employeur, pourquoi mettre en place des pratiques inclusives ou des mesures d'accessibilité en milieu de travail? C'est effectivement que ces personnes qui sont possiblement déjà dans les milieux de travail vont pouvoir contribuer davantage, potentiellement à leur plein potentiel dans ce cadre-là, puis aussi être plus efficace. Je prends un exemple, par exemple, parfois, il y a des attentes qui sont implicites, puis parfois, il peut y avoir des problèmes de compréhension, qu'est-ce qui est attendu ou des instructions qui ne sont pas claires. Si on met en place des façons de faire que lorsqu'on donne des tâches à une personne, on lui donne un support visuel avec des tâches qui sont numérotées, une à la suite de l'autre de manière séquentielle, à laquelle la personne peut se référer par la suite, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Puis la personne peut sauver du temps parce que là, elle n'a pas d'hésitation. C'était quoi la séquence des tâches ou des trucs comme ça, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Puis en fait, aussi au niveau de la satisfaction de la personne employée, la mise en place de pratiques inclusives peut contribuer à l'amélioration de la satisfaction des personnes employées. Ça peut aussi augmenter la performance en fait d'une équipe au complète lorsqu'on met en place des mesures inclusives. Donc, en fait, il y a effectivement des bénéfices pour l'organisation en tant que telle
au-delà de bénéfices pour la personne employée en tant que telle qui vont être nombreux. Merci pour ça. J'aurais le goût d'ajouter aussi que les recherches démontrent que le bien-être au travail, quand on a les outils dont on a besoin, quand on a les mesures dont on a besoin, ça augmente notre engagement. Et donc, l'objectif, si on veut avoir des équipes engagées pour soutenir, comme je le disais tout à l'heure, la mission organisationnelle ou la mission de l'équipe, c'est sûr que quand on a ce dont on a besoin pour travailler, puis qu'on se sent bien dans notre milieu de travail, il y a des retombées qui sont des ripple effects, en français, des conséquences qui surgissent de ce bien-être au travail-là dans l'engagement. Alejandra, je ne sais pas si je prononce votre nom correctement. On va voir à vous accorder le micro. Vous m'entendez? Oui. Merci. Oui, vous savez prononcer bien mon nom, mon prénom. Merci beaucoup. Je voulais justement donner mon point de vue justement concernant la mise en place des pratiques inclusives. Moi, personnellement, je n'ai pas un diagnostic officiel, mais moi, je travaille au CIUS depuis 10 ans déjà. Puis c'est sûr qu'au début, même moi, je n'étais pas au courant, OK? Je ne réalisais pas. C'est sûr qu'en ayant un enfant autiste, on se voit, c'est-à-dire, on se voit reflété dans nos enfants comme n'importe quel parent. Et bon, bref, avant, quand j'avais certaines demandes au niveau de mes hypersensibilités, il n'y avait pas autant d'ouverture comme je trouve maintenant. Donc, c'est ça que je voulais ajouter, qu'on voit quand même comme une certaine qu'on avance. Je sens que les employeurs avancent dans ce sens, qu'ils sont plus sensibles présentement. Par exemple, moi, quand je vais au bureau, j'ai demandé que les lumières soient comme plus, comment dire, que ça soit plus, que ce soit pas trop forte parce que c'est des lumières néon. Donc, on m'a accordé une place spécifique où il n'y a pas que la lumière naturelle. Ça, c'est comme certaines adaptations. Donc, c'est ça que je voulais dire, il y a comme, je sens de mon côté, il y a un certain avancement, heureusement. Merci pour votre intervention. C'est le fun de voir justement que c'est perçu aussi par des gens de la communauté. Il y a Ghislaine qui voudrait aussi faire une intervention. Ghislaine, à vous la parole. Oui, désolé, merci pour l'opportunité. Moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à certains types d'emplois où on sait on sent, malgré qu'il y a de l'ouverture, mais ça a quand même un impact sur l'avancement en fait, d'une personne neurodivergente en milieu de travail. Surtout, en fait, au niveau de la gestion, surtout, généralement, on dit on ne montre pas d'émotion, on devrait être en mesure de gérer le stress, etc. Mais une personne neurodivergente peut avoir tous les atouts pour être gestionnaire, mais souvent, comme, surtout ça peut constituer un genre je sais pas là, même si on le tolérerait mieux avec les employés, mais quand tu es en position de gestion, il y a comme la tolérance. Moi, je trouve que le niveau de tolérance est moindre. Merci pour votre intervention. J'ai envie de me retourner vers les panélistes, voir si vous avez des réactions ou si vous avez des commentaires. Quand j'entends ce questionnement-là sur justement l'avancement en carrière, puis des compétences spécifiques comme la gestion des émotions, je pense tout de suite à notre conversation de tout à l'heure sur la neuronormativité. Mais je ne sais pas si vous avez envie de rebondir sur ces deux interventions. Moi, j'aurais cru. Ah oui, je t'en prie. Oui, moi, je dirais, faut pas se fier
justement à l'étiquette qu'on peut avoir comme diagnostic de personnes neurodivergentes, parce que on est capable de faire nos preuves quand c'est le temps. Moi-même, j'ai un très bon exemple. On ne croirait pas qu'une personne autiste est capable de travailler dans une urgence. Je vais le nommer. Je suis infirmière aux urgences de santé mentale et honnêtement, j'en suis très fière. J'ai fait mes preuves et c'est pas parce que je suis autiste que cela fait en sorte que je ne suis pas compétente en tant qu'infirmière. Au contraire, c'est ce qui fait ma force. Et je veux nommer que même si on a la perception qu'on ne rentre pas dans le moule, parfois il suffit de certains ajustements, de communiquer avec son gestionnaire pour faire valoir nos propres besoins et être beaucoup plus efficiente dans le milieu de travail. Voilà. Moi, j'aurais envie, en fait, de faire du pouce sur un peu les avantages, là. Tantôt, j'ai pas pris la parole parce que je pense que ça vient un peu entrelacer la dernière intervention. Moi, je vais dire que c'est l'avantage premier, là, on parle de performance, on parle de climat d'équipe. C'est des avantages pour l'employeur, mais je pense que ultimement, ne pas faire de discrimination, c'est un excellent avantage aussi. De ne pas alimenter de la discrimination systémique envers les personnes neurodivergentes, c'est un excellent avantage. Mais aussi, si on regarde ça d'un point de vue purement économique et de performance, c'est aussi de se dire qu'on a un environnement de travail qui est sain, qui est accueillant pour les personnes qui en font déjà partie et pour les autres. On va retenir nos employés plus longuement. Et de porter le fardeau, une partie du fardeau avec les personnes neurodivergentes, je pense que ça montre aussi qu'on a un intérêt à être un allié parce qu'en fait, là, ce qu'on parle depuis tantôt, c'est vraiment c'est la personne neurodivergente qui doit faire la défense de ses droits et des intérêts, qui est en quelque sorte assez injuste, si vous voulez, mon avis de chercheuse, mais aussi, c'est que elle doit faire la défense de ses intérêts, elle doit défendre ses accommodements, elle doit demander pour avoir des lumières moins intenses, elle doit changer l'environnement, tandis que plusieurs personnes bénéficieraient de justement partager ce fardeau-là. Des personnes qui ne sont pas nécessairement neurodivergentes, des personnes qui sont aussi agressées, mais qui ne veulent pas se faire discriminer. Donc, je pense que pour les entreprises, un des avantages serait justement en sorte qu'il n'y aurait pas d'impact négatif à ce que les personnes neurodivergentes prennent parole, prennent l'espace qu'elles ont dans une entreprise et faire en sorte que ce soit moins, je peux dire, discriminatoire dans le processus d'évaluation, notamment, ah oui, mais là, elle a des besoins, mais oui, mais là, elle dérange le statu quo. Je pense que c'est aussi ça l'avantage que ça peut avoir ultimement. Merci beaucoup, Marie-Ève, de nous ramener là parce que c'est des éléments super importants. Alors, on n'est pas juste dans un business case de l'inclusion de la neurodiversité ou de la neuroinclusion. C'est important, effectivement, de retourner à cette base-là de tout ce que tu viens de nommer. Je vois qu'il y a encore 2 mains levées. On a 3 Oui. personnes. Oui, c'est ça. Il y avait Zik qui avait la main levée. Ensuite, il y a Jade, mais sa main ne paraît pas, donc j'ai levé la main pour Jade. D'accord. Excellent. Donc, on va commencer par Zik. OK. J'ai juste une question parce que je pense que comme la guide que Marie-Lou présente, c'est vraiment fantastique, mais je suis curieuse, qu'est-ce qu'on fait au niveau plus grand de l'organisme avec la relation humaine et tout ça, parce que je sais, même si ma gestionnaire est ouverte, il y a comme une limite de qu'est-ce qu'elle peut faire lié à le système plus grand qu'on travaille. Donc, je vais reformuler votre question, Zik, et si ce n'est pas bien reformulé, n'hésitez pas à reprendre la parole. Qu'est-ce qu'on ferait à un niveau organisationnel plus large? Puis là, qu'est-ce qu'on fait dans notre CIUS à un niveau organisationnel plus large pour soutenir les personnes et pour soutenir les gestionnaires d'équipe? Donc, je peux parler déjà de quelques éléments.
puis je sais qu'on n'est pas tous d'ici du Centre-Ouest, donc je vais nommer ça rapidement, mais c'est un bon moment pour en parler. On a une nouvelle conseillère cadre qui a joint l'équipe il y a 2 mois, Ivy Gumbach, qui est ici aujourd'hui. Bonjour Ivy. Et qui va commencer à travailler plus activement pour son mandat porte sur la diversité capacitaire. Et donc, ce qu'on veut faire, donc Ivy a commencé à prendre ses fonctions, puis à déjà mettre en place des éléments de son plan stratégique. Je ne vais pas te mettre on the spot, Ivy, mais donc, il y aura des choses qui s'en viennent de la part de notre organisation aussi du Centre-Ouest pour soutenir les personnes neurodivergentes, pour soutenir les gestionnaires. On veut arrimer une réponse organisationnelle qui est cohérente. Également, il y a des formations qui seront offertes. Je pense que ça a été écrit plus tôt dans le clavardage cet hiver sur la communication neuromixte, mais aussi des formations aux gestionnaires sur la neuroinclusion, la gestion d'équipes diversifiées, spécifiquement avec un angle neuroinclusion. Donc, c'est déjà 2 petites choses que je peux nommer. Maintenant, je suis aussi intéressée de laisser la parole à, c'était Ézéchiel Jade qui, dans le clavardage, voulait prendre la parole. Oui, dans le fond, moi, je suis masso-kinésithérapeute agréée. J'ai aussi un TDAH mix avec un diagnostic, un stress post-traumatique chronique. Pour savoir aussi, par exemple, sur les capacités, tout dépendant des personnes, il faut vraiment mettre en tout ce qui est à notre disposition. Il ne faut vraiment pas se gêner. On peut demander de l'aide à travers d'autres professionnels. Moi, par exemple, quand j'ai commencé la massothérapie, j'étais, oui, diagnostiquée, mais je n'avais pas la médicamentation. La médicamentation, pour moi, ne fonctionnait pas. Donc, je suis allée davantage plutôt dans les remèdes plus dites naturels. J'avais beaucoup moins d'effets néfastes. Il y avait aussi beaucoup l'anxiété qui va aussi avec ça. Donc, c'est de savoir avoir ces capacités-là, c'est aussi d'emmener, avoir d'autres compétences qu'on va emmener. Donc, il y a aussi l'organisation, on va emmener la résilience, on va emmener tout ce qui est dans notre bagage, c'est pas forcément néfaste, on va même en trouver une force que même les autres vont pouvoir comprendre, et avec cette compréhension-là, quand on parle justement avec des conversations comme ça, on peut justement accéder à d'autres personnes qui puissent justement comprendre qu'est notre réalité, en fait. C'est pas simplement « Ah, j'ai un diagnostic, donc ceci est une excuse ». Ce n'est pas une excuse. C'est notre réalité qui fait en sorte à ce qu'on a justement ceci. Ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à minimiser. Toutes les pathologies qui soient dans la neurodiversité doivent être considérées en fonction de leur place. Et sincèrement, et ça, je trouve que les conversations qu'on a en ce moment sont très enrichissantes, et c'est ça qu'est-ce qui fait en sorte à ce qu'on peut aller de l'avant, avoir cette compréhension et d'emmener davantage plus de résilience à travers tout ça. Donc, c'est pas vrai qu'on peut dire « Ah, j'ai ceci, j'ai tel diagnostic, donc je suis limitée ». Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut devenir un astronaute. Tout le monde peut avoir ces capacités-là. C'est juste de savoir, pas à pas, aller de l'avant et de mettre avec, bien évidemment, même si on a des difficultés, de mettre tout à notre disposition, justement, qu'est-ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est dans notre droit. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre intervention, Ézéchiel. Jade, j'ai goût de me retourner vers les panélistes. Je vous ai vu, vous aviez des réactions non verbales. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Puis je vois qu'il y a une Pamela qui veut également parler. Et il y a une très bonne question sur l'intersectionnalité dans le chat. Alors là, il nous reste quelques minutes à peine. D'abord, est-ce que vous auriez envie de rebondir, chers panélistes? Effectivement, il ne faut pas minimiser le fait qu'on ait un diagnostic de neurodiversité, parce qu'à partir du moment qu'on est soutenu et qu'on croit en notre projet, je pense qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de nos projets et d'en faire quelque chose. Ça s'appelle être résilient en même temps, et on ne peut pas enlever cette force qu'on peut avoir d'être différent. Voilà. Merci, Alicine. Je me retourne à ce moment-là vers Pamela. Vous avez la main levée, puis ensuite, on reviendra si on a du temps à la bonne question de Bianca dans le clavardage. Pamela.
C'est exactement le point que j'allais amener sans avoir lu la question de Bianca. Donc, tu sais, euh, dans le fond, c'était deux points que je voulais apporter, aussi en lien avec ce qui vient juste d'être mentionné, comme quoi, tu sais, en tant que personne neurodivergente, c'est aussi à nous de prendre notre place puis d'aller chercher les accommodations qu'il faut. Moi, dès l'âge de 12 ans, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de l'anxiété généralisée. Récemment, on soupçonne peut-être un choc post-traumatique en lien avec une situation qui est arrivée. Puis, ça fait déjà quelques années que je soupçonne justement que j'ai un TDAH. Puis quand j'ai essayé justement de l'amener au travail, parce que j'ai commencé à faire de plus en plus de recherches, comme le fait de genre interrompre les gens par accident, le fait que comme des fois ma réflexion va beaucoup plus vite que comme mes propos, puis genre en tout cas, bref, puis tu sais, aussi le besoin justement d'avoir des trucs concrets, visuels, qu'on est en rencontre d'équipe. Je réalisais des fois, par exemple, que comme mes collègues de travail ils parlaient, ils amenaient des points. Puis là, moi, j'allais parler parce que j'avais pas nécessairement bien compris le point. Puis là, après, je me faisais dire, ben, c'est exactement ce qu'on dit depuis genre 20 minutes. Ben, c'est ça qu'on dit. Puis j'étais comme, ah, désolée, tu sais, moi, je le comprenais pas. Je suis quelqu'un de très visuel. Puis c'est pour ça que, justement, je parlais pour confirmer. Puis justement, le fait, justement, d'être une femme qui est noire, j'avais déjà des éléments, tu sais, de racisme, tu sais, des choses comme ça. Fait que je me dis, cet enjeu-là de comment tu fais pour prendre ta place quand, de un, tu n'as pas un diagnostic, de deux, tu as aussi d'autres choses que comme c'est pas juste ta neurodiversité, tu as ton trouble anxieux, tu as le fait d'être une personne de couleur qui te met déjà comme un target sur le dos. Puis je trouve ça difficile justement quand tu as comme plusieurs targets sur le dos, d'être capable de genre prendre ta place, puis d'essayer de comme tu sais, moi, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était et tout, mais je suis pas stupide. Tu sais, comme quand je rentre dans une pièce, puis le mood, il change ou des choses comme ça, comme je le vois, tu sais, je le sens quand je fais une blague, puis je sais quand c'est on rit de moi et pas avec moi, tu sais. Puis je trouve ça difficile, justement, quand tu es dans un milieu, par exemple, que tu le vois que les gens, ils ont comme soit un problème avec soit ta couleur de peau ou le fait que tu sois neurodivergent, comme c'est ça, je trouve ça un peu difficile à ce niveau-là. Fait que, je sais pas si vous comprenez un peu les différents enjeux, là, mais ouais, c'est ça. Merci, Pamela, pour ce partage. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en lumière là-dedans, dont l'intersectionnalité. Est-ce que Marie-Ève, Marie-Lou, vous avez envie de formuler un élément en... Ben, pour moi, c'est quand même assez difficile parce que déjà là, moi, j'ai mes propres angles morts. Puis je te remercie, Mhm. Pamela, d'avoir partagé ta réalité dans toute sa richesse. Euh, c'est assez difficile et surtout lorsqu'on arrive dans une perspective intersectionnelle où est-ce qu'on n'a pas tous la même réalité. C'est dur. Je pense que dans un sens, Pamela, tu viens répondre un peu aux commentaires de Bianca dans le clavardage. Comment c'est lié? Ben justement, il y a des personnes qui ont plusieurs chapeaux, qui ne peuvent pas être. Tu sais, on ne peut pas simplement parler de neurodiversité. Il faut parler du genre, il faut parler la race, il faut parler de tout ça. Et en fait, je reviens un peu à ce qu'on dit depuis le début de la discussion, c'est que beaucoup de choses qui veulent être mises en place pour soutenir les personnes neurodivergentes vont, d'une manière avec la conception universelle d'apprentissage, aller répondre à différents besoins de d'autres personnes dans la manière de comprendre, dans la réalité, dans les ressources disponibles. Donc, tu sais, moi, j'aurais envie de dire que les personnes n'ont pas apporté ça toutes seules. Il y a des changements, je pense, d'entreprise, de culture de travail qui s'effectuent actuellement. Je ne suis pas surprise, toutefois, quand il y a comment dire, de la discrimination qui se fait. Je pense que le meilleur conseil, la meilleure chose que je peux dire, c'est justement de recommander des milieux, des safe spaces, de recommander de créer des safe spaces avec d'autres personnes, d'avoir des alliés, d'essayer de trouver des personnes qui sont des personnes sécurisantes pour nous, étant donné que des fois, dans des secteurs, c'est plus difficile de se faire entendre et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et aussi, de pas devoir, de pas, comment dire, de pas le prendre tout sur soi, là. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur, là, on peut dire qu'on est fatigué, puis de pas, de pas faire la défense de nos droits. Là. Je pense qu'on a le droit aussi de dire, regarde, j'ai tout fait, puis c'est ça qui se passe. J'ai le droit de changer de travail aussi si c'est trop difficile. Tu sais, j'ai le droit de choisir mes conditions. Fait que c'est un peu ça mon message, peu optimiste, mais
disons, réaliste. Merci Marie-Ève pour ça. Je vois qu'on arrive à la fin de la rencontre. J'aurais le goût d'ajouter une chose. Je pense que tout ça, ça met bien en évidence la nécessité d'avoir ces conversations, de mieux se comprendre, puis de travailler en amont, comme on le disait tout à l'heure, pour les organisations, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut offrir comme milieu de travail pour la diversité humaine qui s'y retrouve. Et donc, comment on peut réfléchir aux besoins des individus en les mettant tous et toutes au centre de notre planning, puis de nos préoccupations, puis de penser peut-être en fonction des besoins plutôt qu'en fonction de catégories diagnostiques, par exemple. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire et vous faites partie un peu des change makers puisque vous êtes là à notre rencontre aujourd'hui. Je tiens à donc remercier tout le monde qui a participé à l'échange, tant les participants, les participantes qu'évidemment nos 3 panélistes. Merci énormément pour cette rencontre ce midi. Et pour votre temps et votre implication. À tout le monde, on se retrouve le 30 janvier pour la suite de se discuter et comprendre sur la neurodiversité au travail. Merci à toutes et tous. Si vous recevrez un courriel dans les prochains jours avec plusieurs informations pour aller plus loin et avec l'enregistrement pour la communauté interne d'ICIUS, ainsi que le guide sur la communication de Neuromix et d'autres excellentes références. Bon après-midi à tout le monde. Merci encore, chers panélistes. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, je vais y aller d'un emoji, d'une réaction. Donc, Alicine, Marie-Lou et Marie-Ève, vous avez quelques minutes? Oui. Merci tout le monde. Alors, à celles et ceux qui sont toujours dans la rencontre, si vous pouvez quitter la rencontre est terminée, vous recevrez l'enregistrement, mais on vous remercie pour votre intérêt. Est-ce qu'à la vie, vous êtes évidemment bienvenue de rester? Oups, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra. Bon, on est en famille. Avant de continuer, on peut arrêter l'enregistrement. On ne peut pas, Ivy, il faut quand la rencontre va finir, OK. moi, je vais couper le truc. OK. C'est automatique. Pour les webinaires, c'est différent. OK. Hey, je vous félicite. Vous êtes fantastique. Ah non, attends, je suis capable. Merci. Oui, C'est gentil. c'est très bien fait.